Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Un conseil de défense est convoqué ce matin, dans 20 minutes, par Emmanuel Macron. À l'ordre du jour, la situation en Iran, mais également ce qui se joue en ce moment au Groenland. Est-ce que cette situation globale vous inquiète ? Ce qui est inquiétant, c'est de voir un monde extrêmement perturbé, avec des conflits qui émergent et qui éclatent ici et là, et de voir surtout l'impuissance de la France qui a beaucoup reculé sous Emmanuel Macron, une France qui est pourtant la 7e puissance du monde, qui devrait avoir un message singulier, qui devrait avoir une voix, et malheureusement qui est totalement effacée face à des grandes puissances qui malheureusement font leur loi sur la planète. La réunion entre le Danemark et les autorités américaines hier consacrée au Groenland s'est conclue sur un désaccord fondamental selon la diplomatie danoise. En clair, Donald Trump pourrait passer à l'acte pour annexer l'île. Est-ce que vous pensez que c'est du bluff ou est-ce qu'il faut croire le président américain ? Avec Donald Trump, on ne sait jamais si c'est du bluff ou si c'est la vérité. Il faut évidemment imposer un rapport de force. On ne peut pas accepter des provocations de ce type, des agressions verbales vis-à-vis d'un territoire qui appartient à un État souverain, un État européen, le Danemark. Et très clairement, on voit bien qu'il y a une escalade, qu'il y a une surenchère, parce que l'Europe et la France sont totalement aux abonnés absents. Mais que devraient faire et l'Europe et la France ? Par exemple, concrètement, si Donald Trump intervenait militairement en Groenland, est-ce qu'il faut déclencher le fameux article 5, c'est-à-dire celui qui fait une réciprocité, on vient en aide à un pays allié de l'OTAN ? Ne nous mettons pas dans ces configurations extrêmes, mais avant de répondre à Donald Trump, il aurait fallu que la France reprenne aussi un petit peu d'autonomie stratégique, reprenne une voie, ne se soumette pas comme elle l'a fait depuis de nombreuses années. Vous savez, la voie gaullienne qui était celle d'une France puissance d'équilibre, puissance équidistante, qui savait parler à la fois aux États-Unis, à la Russie et qui savait garantir les intérêts du peuple français, cette voie, malheureusement, avec Emmanuel Macron elle s'est simplement effondrée. A augmenté de manière considérable le budget de la défense. Emmanuel Macron parle d'une autonomie stratégique de défense européenne. Il plaide pour une défense commune. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait sur ce sujet. Non, mais déjà, sur l'armée européenne, tout ça n'est qu'une chimère. Et nous le savons, l'armée européenne, aujourd'hui, force est de constater que c'est l'armée française. C'est l'armée française qui protège les intérêts européens. C'est l'armée française qui bénéficie et qui dispose de la dissuasion nucléaire. Et très clairement, l'armée doit rester un instrument de souveraineté arrimé à une nation et à un peuple souverain et non pas dans une structure fédérale. Tous les pays européens ont augmenté leur budget. Donc on ne peut pas dire qu'on reste là les bras ballants. Donc concrètement, vous, que devrait faire l'Union européenne demain pour essayer de stopper Donald Trump dans ses envies d'expansion ? L'augmentation des budgets de la défense sont évidemment nécessaires. Nous les demandons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc ça, c'est fait et c'est en cours. Depuis très longtemps. Deuxième mesure. J'observe qu'il y a eu énormément de retard par rapport à ce que nous demandions dans ce domaine-là et que nos soldats, qui sont exceptionnels, il faut bien le dire, qui font partie des armées les plus qualifiées au monde, auraient mérité depuis très longtemps une réévaluation de leurs moyens et de leurs dotations. Rapidement, je parlais quand même du scénario de l'OTAN, l'article 5. Ça semble inimaginable, mais que devrait faire la France ? Non, mais écoutez, nous verrons. Pour le moment, il faut évidemment ne pas se laisser dicter quoi que ce soit par Donald Trump. Il faut évidemment être en capacité de s'imposer face aux États-Unis. Je rappelle que le Groenland n'est pas le Venezuela. C'est pas une infâme dictature dont il faut libérer le peuple asservi. C'est un territoire d'un État souverain, le Danemark, d'une grande démocratie, le Danemark, qui est à la fois un pays ami et un pays allié de la France. Donc tout simplement, c'est inacceptable de voir que le président américain a des velléités sur ce territoire, dont j'observe d'ailleurs que les habitants souhaitent rester danois. Des militaires français participent en ce moment à une mission européenne au Groenland avec d'autres nations de l'Union européenne. La France aussi va ouvrir un consulat à Nuuk dans les jours qui viennent. C'est des initiatives qui vous semblent nécessaires ? Oui, mais vous savez, les initiatives, c'est bien. La continuité, la permanence d'une voix indépendante,
d'une voix forte, ça s'entretient. Et force est de constater que depuis 9 ans maintenant, la diplomatie française a été une succession de revirements, d'incohérences, d'abaissements bien souvent. Et c'est vrai que la voix de la France a été amoindrie ces dernières années. Et donc, quand vous avez une période de crise, nous ne sommes pas forcément en capacité de garantir nos intérêts à ce moment-là. Un mot aussi de ce qui se joue en Iran. Une chape de plomb totale s'est abattue sur le pays. On ne sait pas exactement où en est le soulèvement des Iraniens contre le régime des mollahs. L'Iran est coupé du monde depuis une semaine, mais on parle d'un massacre. Oui, c'est ce qui est à craindre malheureusement, des milliers de morts, des milliers de persécutions. Il faut être aux côtés du peuple iranien pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce régime islamiste des mollahs, qui est une aberration de l'histoire. J'observe qu'en France, il y a un parti politique qui les soutient mordicus, qui est la France Insoumise, qui parlait de manifestations pour le pouvoir d'achat, alors qu'il y a aujourd'hui un peuple qui souhaite retrouver sa liberté et un avenir. Quand vous dites aux côtés des Iraniens, est-ce que ça veut dire, comme le laissaient planer à un moment les Américains, une intervention? Alors en ce moment, ils sont plutôt à la temporisation, mais est-ce que vous pensez qu'une intervention américaine serait souhaitable pour aider justement les Iraniens? Non, je ne le pense pas. Je considère fondamentalement que c'est au peuple iranien de créer, de construire son avenir. C'est au peuple iranien de se débarrasser des mollahs. C'est au peuple iranien de se choisir ses représentants. C'est au peuple iranien de garantir la sécurité de son peuple. Toute intervention étrangère, aussi légitime soit-elle, parce que effectivement, les images que nous recevons, les chiffres sont extrêmement inquiétants et choquants. Toute intervention étrangère viserait à délégitimer finalement la parole et l'action du peuple iranien, qui est un grand peuple et qui doit se débarrasser des mollahs pour vivre en liberté. En France, depuis mardi, Marine Le Pen est jugée en appel pour le procès des assistants parlementaires du Front National. On va parler du fond, mais d'abord, j'imagine que vous avez vu Marine Le Pen depuis mardi. Elle est comment? Elle est dans quel état d'esprit? Je la trouve extrêmement sereine. Je trouve qu'il y a chez cette femme extraordinaire beaucoup de solidité, beaucoup de sérénité. Et elle s'avance vers cette échéance, ce procès en appel, avec le sérieux nécessaire. Sur le fond, Marine Le Pen plaide plutôt, s'il y avait faute, eh bien, la bonne foi et sans intention coupable. Elle souligne aussi le défaut de vigilance du Parlement européen. C'est un changement de pied par rapport au premier procès où elle niait toute faute. Écoutez, c'est une juridiction différente. Ce sont des magistrats différents. Là, nous ouvrons une page blanche qui va s'écrire pendant ces semaines de procès en appel. Et le maître mot, en tout cas, ou la continuité, ça va être de dire la vérité. Et c'est ce que souhaite Marine Le Pen. Mais il y a quand même un changement de stratégie. On sait que le MoDem, qui était confronté à une affaire similaire, avait plaidé aussi une mauvaise interprétation du texte européen. Il a été condamné bien moins que le RN ne l'a été. Pardonnez-moi, Lix Boudiaguet, il n'y a pas de stratégie. Il y a tout simplement de dire la vérité. Ça a toujours été notre ligne de conduite, ça le sera encore. Je sais que beaucoup essayent de trouver. Mais c'est quoi la vérité? Dire la vérité, c'est quoi? C'est dire qu'il y a une mauvaise interprétation du texte? Elle sera exprimée devant la présidente de la Cour d'appel dans le cadre du procès des audiences. Vous êtes vous-même jugé dans cette affaire. Vous avez fait appel. Vous aussi, vous avez changé en quelque sorte de défense? Je réserverai mes commentaires à la présidente de la Cour d'appel, vous le comprendrez aisément, mais je tiens à le rappeler, voilà, il n'y a pas de changement de stratégie, il n'y a pas de manœuvre, si ce n'est la continuité de dire la vérité. Hier, le Rassemblement national a tenté de renverser le gouvernement avec une motion de censure sur le refus du Mercosur. Ce n'était pas un peu étrange de renverser un gouvernement sur des choses qui se jouent au Parlement européen et sur un sujet sur lequel le président Macron s'est positionné comme contre ce traité de Mercosur? C'était pas plutôt un prétexte pour mettre le bazar? Le Mercosur se joue effectivement au niveau européen, mais va avoir des conséquences dramatiques en France. C'est nos agriculteurs qui vont être impactés par cette concurrence déloyale. Je rappelle que le Mercosur, c'est tout simplement l'importation de 100 000 tonnes de viande bovine, 200 000 tonnes de volaille. C'est un cauchemar pour nos agriculteurs. Et vous voyez la trahison de tous les partis du parti unique, du PS à LR,
qui ont rejeté cette motion de censure en avalisant finalement ce funeste traité. Mais bilan des courses, c'est un échec. Sébastien Lecornu est toujours là. En revanche, la France n'a pas de budget. Est-ce que vous pensez que le recours au 49.3 est inéluctable? Il peut y avoir un pacte de non-censure avec les socialistes. Alors premièrement, il est toujours là, oui, pour le moment, effectivement. Ils essayent de gagner du temps parce que leur seule obsession, c'est gagner du temps, se maintenir en place et continuer le travail de sable du macronisme, c'est-à-dire continuer des budgets de punition, des budgets de sanctions à l'endroit des Français. Est-ce que finalement, il faut que le Premier ministre les prenne ses Français en ont responsabilités assez et du dépose un macronisme. 49.3? Les Français en ont assez du macronisme. Et plutôt qu'un 49.3, il nous faudrait une dissolution de l'Assemblée nationale pour débloquer le pays. Parce que ces gens-là, en se maintenant au pouvoir et en essayant par toutes les manœuvres possibles de rejeter la parole du peuple souverain qui veut un changement de cap, ils sont en train de bloquer le pays. Nous allons le libérer et le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup, Julien Audevoul. Bonne journée à vous.